Belgique. Je présidais le jury de cette thèse. Alors, la thèse doctorale a été réalisée sous la direction du professeur de l'ENGES, ici à Strasbourg, et co-dirigée par M. Mathieu Dufresne, la société 3D pour. Le jury est composé également de 2 rapporteurs, le professeur Pello de Montpellier Supagro, le professeur Bertrand Krajewski de l'INSA à Lyon. Il y a 3 invités, M. Guillaume Binet de la société Suez, M. Gabriel Dubou-Pereira de la société 3DO, et aussi Mme Marie Concola, même société 3DO également. Alors, Monsieur Manjares, vous disposez de 45 minutes pour résumer les résultats principaux de votre thèse. Ensuite, il y aura une discussion avec le jury pendant à peu près 1 heure. Et puis, par la suite, le jury se retirera pour délibérer et pour dire à la fin le résultat. Je vous cède la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, merci d'être là aujourd'hui pour la soutenance de ma thèse qui a porté sur l'optimisation hydrodynamique des vannes basculantes selon 2 approches expérimentales et numériques en régime permanent et transitoire. Une thèse CIP effectuée au sein d'entreprises de 3DO qui exploite des brevets des vannes basculantes qui seront étudiées ici et en collaboration avec le laboratoire eCube de Strasbourg qui détient le savoir-faire scientifique en mécanique des fluides et en hydraulique. Je vous propose de commencer directement avec moi au laboratoire pour découvrir comment fonctionne une vanne basculante. Une vanne basculante, c'est un volet généralement rectangulaire qui est rendu mobile par un axe de rotation horizontal, ici, placé sur le premier tiers de la hauteur. La vanne a un fonctionnement autonome qui est régi par le champ de force les champs de pression de l'écoulement qui s'applique sur celui-ci. Quand on atteint un seuil haut, la vanne bascule. Le volume stocké en amont se vidange jusqu'à atteindre un seuil bas, à partir duquel le moment de fermeture du contrepoids ici est suffisant pour refermer la vanne. Cette vanne-là, on veut s'en servir pour faire du stockage au niveau d'un réseau. Cela permet de limiter les volumes rejetés vers le milieu naturel, par exemple dans le cas d'un réseau d'assainissement, en plaçant les vannes soit au niveau du collecteur existant, comme ça l'est ici, où là, un ajoutage en orifice de fond permet de laisser passer le temps sec sans perturber l'autocurage. On peut également placer les vannes pour obstruer totalement la section d'écoulement au niveau des déversoirs d'orage pour, encore une fois, stocker dans le réseau amont. Ce stockage-là, il est pertinent parce qu'il permet d'élever la hauteur de crête pour les faibles pluies qui génèrent des hauteurs inférieures à la hauteur de basculement. Si les puits ou les débits sont plus importants et que les hauteurs sont plus importantes que la hauteur de basculement, la vanne s'ouvre et permet de retrouver la capacité d'évacuation du réseau sans provoquer de débordement. Ici, un exemple de vanne fusible. Les questions que l'on se pose sont les suivantes. Concernant les vannes fusibles, on a plusieurs verrous techniques en ingénierie. On veut savoir comment les valider la conception, comment on les dimensionne et, une fois qu'elles sont installées, comment on mesure le débit qui passe à travers, dans les objectifs d'autosurveillance notamment. Le principal verrou scientifique que l'on a, c'est en cas d'influence aval, ce qui peut arriver ici en cas d'influence aval du milieu naturel. En cas de hauteur d'eau à l'aval ici plus importante, générant des contre-pressions sur le volet basculant, comment ce dernier réagit d'un point de vue dynamique et d'un point de vue hydraulique. On sait qu'une influence aval peut réduire la capacité de débit de l'ouvrage. Nous, on veut savoir dans quelle proportion et comment le prendre en compte dans le dimensionnement. Concernant les vannes de régulation qui sont placées au sein du collecteur, on veut mettre en place une nouvelle conception qui permet d'atteindre les objectifs de stockage évoqués précédemment, des objectifs de stockage qui, d'un point de vue du fonctionnement de la vanne, devraient ressembler à ça. À partir d'un débit minimal, ici en X, on maximise la hauteur en amont, de sorte à maximiser le stockage jusqu'à une hauteur maximale jugée par rapport au réseau, à partir de laquelle on veut maximiser l'évacuation. On veut en quelque sorte maintenir un débit de passage à travers l'ouvrage, tout en maintenant une hauteur d'eau là optimale entre les 2 objectifs, stockage et en respectant la contrainte de l'évacuation. Je vous propose de commencer directement avec les vannes fusibles, en commençant par présenter la démarche qui a été mise en œuvre, qui s'apparente à
faire l'état des connaissances actuelles et recourir à des moyens expérimentaux et numériques qui sont représentés ultérieurement, pardon. Qu'est-ce qu'on sait, par exemple, sur le comportement dynamique de la vanne? C'est-à-dire la variation de son ouverture en fonction des moments et des forces qui s'y appliquent. Aujourd'hui, on sait dimensionner les vannes seulement en cas dénoyé, c'est-à-dire sans contre-pression à l'aval ici. Mais on ne sait pas ce qui se passe en cas d'influence aval. Est-ce que la vanne va se refermer et lorsque la vanne est immergée dans l'écoulement, est-ce que dans son sillage, des vibrations intervortex apparaissent qui peuvent potentiellement faire vibrer la vanne et augmenter sa perte de charge? Ça, d'un point de vue conception, c'est quelque chose à éviter pour ne pas dégrader le fonctionnement de la vanne lorsque celle-ci est noyée. D'un point de vue hydraulique, maintenant, on sait que la vanne, par définition, fonctionne en régime transitoire. Dès qu'elle s'ouvre, on a une vidange. Ici, si je regarde dans le temps, avec un capteur ici, la hauteur, on peut voir des variations en fonction de si la vanne est fermée et donc elle stocke en amont. Et si la vanne s'ouvre, une fois qu'elle a atteint une hauteur maximale, avec toute une plage de vidange. D'un point de vue ingénierie, nous, ce qu'on souhaite, c'est, si possible, décrire ce fonctionnement transitoire sans prendre en compte le temps, pour avoir une équation beaucoup plus générique et applicable facilement. La question qui s'est posée dans la littérature, c'est peut-on décrire le fonctionnement transitoire de la vanne par une équation permanente? Pour cela, des chercheurs ont repris la vanne du réseau que l'on avait vu précédemment, en modèle réduit, et en calibrant en régime permanent les lois, en faisant l'hypothèse que le débit total qui passe à travers la vanne est peut-être décrit comme la somme de deux débits, ce qui passe par le bas, en orifice inférieur, et ce qui passe par le haut, dans l'orifice supérieur, par une loi d'orifice en bas et une loi de seuil en haut. Une fois ce modèle-là calibré en régime permanent, il a été intégré dans un modèle 1D du réseau étudié précédemment. Les résultats sont les suivants. Vous avez aussi le temps en X, la hauteur toujours à l'amont ici et le débit plus à l'aval. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en temps égal 0, vous avez l'ouverture brusque de la vanne, donc fonctionnement transitoire. Les points correspondent aux mesures effectuées sur site et le trait plein correspond au résultat de la modélisation 1D, qui fait l'hypothèse que le fonctionnement de la vanne, dont sa hauteur débit, est permanent. Les résultats montrent que cette description-là permanente permet de retrouver les fonctionnements transitoires du réseau associé. Donc, on peut décrire le fonctionnement de la vanne par un régime permanent. On s'affranchit du temps dans le modèle de la vanne. Maintenant, faut-il savoir quel modèle on prend? Ça, c'est la question. Quelle équation je mets derrière ce modèle? Je sais que je peux décomposer le débit qui passe à travers la vanne comme la somme du débit qui passe en bas et qui passe en haut. Plusieurs travaux ont été effectués en expérimental et en numérique pour calibrer des modèles pour chacun des orifices pour les deux vannes, enfin, pour cette vanne fusible-là. Cependant, ces modèles-là ne s'intéressent pas à l'influence aval. On regarde que ce qui se passe en dénoyé. Donc, qu'est-ce qui se passe en termes d'influence aval quand j'ai une hauteur d'eau qui vient freiner ici? Et ces modèles-là ne prennent pas explicitement en compte l'interaction entre les deux organes hydrauliques. Je sais que potentiellement, ce qui se passe au-dessus peut influencer ce qui se passe en bas. Dans la littérature, qu'est-ce qu'on sait? À vrai dire, pas grand-chose. Une revue de littérature sur plusieurs géométries de vannes seuil a été effectuée. Et la conclusion est la suivante. On peut effectivement prendre en compte la somme des deux organes hydrauliques séparés. Cependant, dans certains cas, on doit rajouter un facteur qui corrige cette somme-là en prenant en compte l'interaction. Sans que cette interaction-là, ce facteur, il dépend de la géométrie de la vanne seuil. Dans le cas d'une vanne fusible, on ne sait pas encore explicitement comment varie ce coefficient, est-ce qu'il est négligeable ou pas. Et en cas d'influence aval, on ne sait pas quelle est sa valeur également. Donc, si on résume, le débit total qui passe à travers la vanne, je peux le résumer en le débit qui passe par la vanne de fond, le débit qui passe par l'orifice supérieur et un éventuel facteur de correction qui prend en compte l'interaction entre les deux. La question que je me pose maintenant, c'est l'angle d'ouverture alpha de la vanne, est-ce qu'il impacte vraiment le fonctionnement des deux organes? Si on regarde séparément maintenant la littérature sur un seuil incliné et une vanne de fond, pour le seuil incliné, on sait qu'alpha, l'angle d'ouverture du volet basculant, il peut impacter le coefficient du débit
en impactant la courbure des lignes de courant à l'amont du seuil. On sait également de manière géométrique, simplement, que le facteur alpha va impacter la hauteur de pelle du seuil. Le schéma est faux, je vous conseille. D'un point de vue de la vanne de fond, ici, pour alpha, on sait qu'il va impacter la section de passage. La section de passage utile va être réduite géométriquement par la fermeture du volet, mais également, cette fermeture-là va augmenter la perte de charge singulière de l'ouvrage. Juste pour terminer, on mesure une influence aval, mais où la mesurer? Généralement, on sait qu'à l'aval de ce type d'ouvrage-là, vanne de fond ou vanne seuil, la surface libre est généralement très perturbée à ce niveau-là, dû à l'interaction entre les deux. Il n'y a pas toujours un champ de pression hydrostatique ici, donc la hauteur d'eau n'a pas forcément de sens. Et d'un point de vue métrologique, c'est difficile de la mesurer. Donc, ce que l'on fait généralement, c'est on la mesure plus à l'aval dans une zone tranquillisée. Maintenant, on a posé le constat. Pour répondre à ces questions-là, j'ai mis en place deux types de moyens, des moyens expérimentaux et des moyens numériques. Les moyens expérimentaux me permettent de caractériser le fonctionnement hydrodynamique de la vanne sans prendre en compte l'hypothèse simplificatrice. L'expérimental, j'ai accès directement à toutes les données. Ici, vous avez une photo du banc d'essai expérimental que nous avons mis dans le laboratoire IQ, qui est également ici. Le canal surface libre, il a une taille conséquente, 16 mètres de long, 60 cm de large, 1 mètre de haut, et la vanne fusible, comme vous la voyez là, elle fait 50 cm de haut dans son volet et 25 cm de large. Ça, c'est la section de passage qu'elle libère. De telle sorte que dans la section amont, je retrouve un Reynolds qui est turbulent, un nombre de fraudes qui couvre une gamme conséquente de régimes fusion. Les moyens numériques me permettront par la suite de généraliser le fonctionnement de la vanne à d'autres géométries. Donc pareil, le même modèle-là a été repris en 3D et grâce à un paramétrage courant pour modéliser les écoulements à surface libre, je peux avoir accès à des niveaux d'information plus détaillés assez facilement, comme les champs de vitesse, etc. Malheureusement, pour des questions de temps, je n'aurai pas le temps lors de cette présentation d'en discuter. Ça peut être un point pendant les questions. Concernant les moyens expérimentaux, pour revenir, ici vous avez un schéma avec l'amont, l'aval du banc d'essai. À l'aval, j'ai un seuil mobile qui me permet, en ajustant sa hauteur, d'imposer une influence aval. D'un point de vue métrologique, je mesure à la fois le débit. Les expériences se faisant en régime permanent, je fais l'hypothèse que le débit qui passe à travers la vanne est égal au débit pompé, qui est mesuré par des débitmètres électromagnétiques. Et concernant les hauteurs, elles sont mesurées par un capteur ultrason à 4 endroits, à l'amont et à l'aval de la vanne. Concernant l'angle, maintenant, ici, l'angle du volet basculant, ça a été un point clé dans le développement de la thèse. Un inclinomètre ici aurait été trop impactant et vis-à-vis de la dynamique de l'ouvrage, et aurait pu la fausser. J'ai choisi, par traitement d'image, de développer un algorithme qui permet d'isoler pour chaque frame, 30 fois par seconde, les coordonnées de la vanne pour ensuite, par traitement mathématique, en déduire l'angle. Maintenant que les moyens sont posés, passons aux choses sérieuses. Concernant le comportement dynamique, je veux savoir comment le comportement dynamique de la vanne varie avec une influence aval. Pour ce faire, je vous propose une petite vidéo pour laquelle le débit en amont est constant et moi qui augmente la hauteur de pelle. La hauteur de pelle à l'aval, de telle sorte à augmenter la hauteur à l'aval et la contre-pression associée. On ne le voit pas très bien ici, mais sous l'action de cette contre-pression-là, le volet tend à se refermer. Tend à se refermer partiellement dans des équilibres qui apparaissent stables. L'angle pour cette géométrie-là varie dans une gamme de 46 degrés de minimum à 86 degrés, son ouverture maximale. Et en balayant toutes les hauteurs et les débits possibles du canal, je me rends compte effectivement que la position d'ouverture de l'angle, du volet, donc son angle, va dépendre des hauteurs amont et aval, qui, elles, vont gérer la composante hydrostatique du champ de pression, mais également du débit, qui, elle, va impacter le champ dynamique de la pression. Ces équilibres sont stables dans le temps, donc les éventuelles vibrations induites par vortex, dans ce cas-là, sont négligeables.
Cependant, pour calculer cet angle-là directement, ça paraît compliqué étant donné la complexité du champ de pression. Donc, d'un point de vue ingénierie et exploitation, j'ai décidé de caractériser directement la dynamique du volet en mesurant l'angle dans la méthode que j'ai présentée précédemment. Donc, je sais que la dynamique peut être mesurée directement par sa résultante, qui est la position de la vanne. Et je sais également que ces angles-là sont stables dans le temps. Je m'intéresse maintenant à la caractérisation du comportement hydraulique, en commençant par calibrer ce qui se passe en bas dans la vanne de fond. Excusez-moi. Pour ce faire, là, vous avez une vue aval de la vanne pour laquelle j'ai obstrué toute la partie supérieure de telle sorte que le débit amont ne passe que par l'orifice inférieur au niveau du bas. L'analyse phénoménologique des écoulements montre que je caractérise l'écoulement avec les différents régimes qui m'intéressent. Le régime dénoyé avec ici un régime fluvial à l'amont et un régime torrentiel à l'aval. Donc ici, le débit ne dépend que de la hauteur amont. À débit fixe, maintenant, j'augmente la hauteur de pelle à l'aval de telle sorte à imposer une influence aval. Ici, l'influence aval est telle que le ressaut hydraulique remonte et se positionne au pied de l'ouvrage. Donc il impacte ici la vitesse de la veine fluide en sortie, de la veine fractée en sortie, mais pas forcément sa hauteur. Et si j'augmente davantage la hauteur de pelle, j'impose à l'aval un régime fluvial, de telle sorte que le débit qui passe ne dépend maintenant de la hauteur amont et de la hauteur aval. Maintenant, moi, je m'intéresse à quantifier ces résultats pour calibrer un modèle. Le modèle que j'ai choisi est le suivant. Il se base sur le principe de la hauteur critique. Donc, le flou égale à 1. Je sais que j'ai une relation bijective entre la hauteur amont et le débit en régime dénoyé. Et cette hauteur critique-là, les chercheurs Bijakam et ses collègues l'ont adimensionnée par rapport à la hauteur de l'ouverture de la vanne en faisant une analyse adimensionnelle qui introduit deux paramètres numériques qui sont à calibrer. Pour prendre en compte l'influence aval, les chercheurs proposent un facteur DRF qui lui varie entre 1 et 0 et qui prend en compte l'impact de l'influence aval sur la réduction de la capacité de débit de la vanne. Ce facteur-là, il est aussi issu d'une analyse adimensionnelle, mais il prend en compte un ennoiement de la vanne d'un point de vue physique avec la relation de hauteur conjuguée ici. Ce que cela signifie, c'est que quand la hauteur à l'aval dépasse la hauteur H3 max, la vanne est noyée parce que l'influence aval a suffisamment d'impulsion pour noyer la vanne. Pour caractériser ce fonctionnement-là et avoir suffisamment de données, j'ai dû construire une base de données expérimentale qui couvre l'ensemble des paramètres dynamiques en fixant l'angle d'ouverture de la vanne et pour chaque cas, l'ensemble des influences aval en fixant une hauteur à l'aval du seuil à l'aval différente. Chaque croix-là, en fait, est un empilement de débit qui couvre l'ensemble des hauteurs amont possibles, qui permet au final d'avoir un set de données validées qui sera retenu de 272 points de mesure. Les coefficients que je souhaite calibrer sont donc les suivants. Et je regarde dans un premier temps quelle est leur dépendance vis-à-vis de l'angle d'inclinaison de la vanne. Ce que je cherche, moi, c'est un modèle le plus simple possible qui prenne en compte le moins d'équations et de variations, de façon à ce qu'il soit le plus générique possible. Une première analyse montre que ces coefficients-là sont constants avec l'angle d'ouverture de la vanne, mais que ce dernier, ici, varie selon ce type de loi. Ce que cela veut dire, c'est que quand la vanne s'ouvre, la capacité de débit de la vanne augmente, ce qui paraît logique, mais on peut le quantifier. Et ça peut s'expliquer par l'augmentation de la section de passage utile, donc quelque chose de géométrique, comme on l'a dit tout à l'heure, et la diminution de la perte de charge singulière liée à la vanne. Maintenant, les résultats sont les suivants. Une fois le modèle calibré, je peux calculer le débit avec cette relation-là. En régime dénoyé, je compare ensuite le débit calculé par cette relation avec le débit mesuré par les expériences.
le constat est plutôt clair. Les points s'alignent selon la première bisectrice de manière quasi uniforme, avec une erreur relative de 5% près. Donc, vis-à-vis des objectifs fixés initialement pour point de vue opérationnel, ce modèle peut être retenu. Concernant le régime noyé, donc quand la hauteur à l'aval est supérieure à la hauteur d'ennoiement, même constat, à 5% près, on retrouve le débit déversé. Ça, c'est pour la vanne de fond. Maintenant, on s'intéresse à ce qui se passe au-dessus. Attention, grand suspense. Pour étudier ce qui se passe au-dessus, j'ai obstrué le clapet anti-retour en bas, de telle sorte à ce que tout le débit amont surverse par-dessus le volet basculant. Et l'analyse phénoménologique avec un même débit montre également un régime dénoyé, un régime fluvial à l'amont, haute hauteur, faible vitesse, passage par la hauteur critique à ce niveau-là. Malheureusement, je n'ai pas pensé à faire un benjamin transparent quand on a conçu la vanne. Avec une chute à l'aval, donc à gueule B, un bon régime dénoyé. Maintenant, si j'augmente la hauteur à l'aval, que se passe-t-il? Si la hauteur est au-dessus de la hauteur de pelle, donc potentiellement en régime noyé, je peux avoir dans certains cas, je peux avoir dans les faibles ennoiements, une hauteur amont suffisamment élevée, avec suffisamment d'impulsion pour repousser le ressaut et maintenir un régime partiellement noyé. Ici, le débit ne dépend que de la hauteur amont et très peu de la hauteur aval au final. Cependant, si j'augmente encore la hauteur de pelle, ici à l'aval, j'ai un régime totalement fluvial et le débit dépend de hauteur amont et aval. Ce qu'on peut visualiser, c'est que pour un même débit, si j'augmente la hauteur à l'aval, la hauteur amont va ensuite augmenter parce qu'elle est impactée par la hauteur aval. Maintenant, pour modéliser ça d'un point de vue hydraulique, je fais l'hypothèse que je peux référencer toutes les variables par rapport à l'axe de rotation dans mon modèle, de telle sorte à identifier que le seuil incliné. Et de la même façon, Bijankam et ses collègues ont repris l'idée de la hauteur critique pour les seuils inclinés sur un modèle qui est quasiment similaire et qui prend en compte la variation de la hauteur critique adimensionnée maintenant par la hauteur de pelle en fonction de la hauteur de lame déversante également adimensionnée par la hauteur de pelle, en introduisant de la même façon deux coefficients numériques qui prennent en compte cela. Concernant le facteur d'ennoiement, il est également dépendant du débit qui passe en régime dénoyé et il prend en compte la diminution du débit en régime noyé par rapport à ce qui se passe dans les mêmes conditions en régime dénoyé. Je reviendrai en détail tout à l'heure sur cette explication, mais de la même façon, j'ai criblé toutes les conditions expérimentales possibles pour caractériser la dynamique et l'influence aval dans ce mode de fonctionnement. Je m'intéresse dans le premier temps au cas dénoyé, et là on prend en compte un cas dénoyé quand la hauteur aval est inférieure à la hauteur de pelle. C'est un critère purement géométrique. On s'intéresse premièrement à ce coefficient-là, et de la même façon, je regarde, si vous regardez seulement les croix rouges, je regarde par base de données spécifique à un groupe d'angles. Donc, si je fixe l'angle à 86 degrés, je fais toutes mes expériences et j'ai un tableau avec hauteur amont, hauteur aval, débit, etc. Et je résous cette équation pour savoir quelle est la valeur de ce coefficient-là pour cet angle-là. Et je fais ça pour toutes mes sous-bases de données de façon à identifier une éventuelle variation avec alpha. Et si telle elle est, calibrer ensuite un polynôme le plus simple possible, toujours, pour prendre en compte cette variation-là. De même pour l'autre coefficient. Ainsi, je peux calculer le débit qui passe par le seuil en régime dénoyé, en le comparant, donc ça c'est le calcul, et ça c'est le mesuré. Si je compare les deux par rapport à la première bisectrice, là on est sur un travail plutôt satisfaisant. À 30% de près, je retrouve le débit qui passe par-dessus le seuil, en erreur relative. Ça me permet de savoir ce qui passe en dénoyé pour toutes les hauteurs amont et tous les débits possibles. Maintenant, je fais des expériences en régime noyé, où là, je choisis seulement les cas
où la hauteur à l'aval est supérieure à la hauteur de crête. Et pour cela, je calcule dans un premier temps le débit, donc ici le débit en dénoyé correspondant à ce cas-là. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir selon quel facteur le débit qui passe réellement, donc qui est ici, est réduit. Et ça peut être décrit par cette équation-là, qui prend en compte également deux coefficients, ainsi bien sûr que le rapport de la hauteur aval sur la hauteur amont. Là, de la même façon, je regarde par groupe d'angle quelle est la variabilité des coefficients par rapport à l'angle, de telle sorte à identifier les polynômes les plus simples possibles pour décrire ces variations. De la même façon, je compare le débit calculé au débit mesuré, et les deux s'alignent sur la première bisectrice, avec une erreur relative de 7%, qui me permet de valider le modèle du seuil pour le régime noyé. Si je récapitule, on a vu ce qui se passait en régime, on a vu ce qui se passait en bas, on a vu ce qui se passait au-dessus. Maintenant, je m'intéresse au fonctionnement normal de la vanne où les deux fonctionnent simultanément. Ma question, c'est est-ce que les deux G vont s'impacter ou non? Et si c'est le cas, comment le prendre en compte? De la même façon, l'analyse phénoménologique montre trois classes d'époulement. Le premier, où l'orifice inférieur et l'orifice supérieur fonctionnent en régime dénoyé. Et pareil, à débit fixe, en augmentant la hauteur aval, je noie premièrement l'orifice inférieur, mais le seuil reste, lui, dénoyé. Et en augmentant davantage la hauteur aval, j'impose à l'aval un régime totalement fluvial, de telle sorte à noyer les deux organes hydrauliques. De la même façon, je crible l'ensemble des conditions dynamiques et hydrauliques possibles avec 300 points de mesure qui me permettent d'évaluer cette hypothèse. Est-ce que l'interaction entre les deux est négligeable? Là, vous avez le débit calculé en prenant un facteur d'interaction égal à 1. Donc, je prends, comme dans la littérature, débit du bas, débit du haut, je somme les deux et je compare avec ce que j'ai mesuré dans la réalité. Et ça, c'est les résultats pour l'ensemble des cas dénoyés dans les deux organes et l'ensemble des débits et des angles d'ouverture. Les résultats montrent que avec l'intervalle de confiance à 95%, je m'aligne sur la première bisectrice à chaque fois avec une erreur relative de 5% près. Donc, en régime dénoyé, on peut négliger effectivement l'interaction entre les deux paramètres. Maintenant, si seulement l'orifice est noyé et le seuil est dénoyé, pareil, même constat, seulement là, à 10% près, je peux valider cette hypothèse. Maintenant, orifice noyé et seuil noyé, la gamme d'incertitude est un peu plus longue, un peu plus large. Je transfère toujours la première bisectrice. Seulement, d'un point de vue systématique, j'observe une tendance du modèle à sous-estimer le débit qui passe. Ça, d'un point de vue hydraulique, on peut l'expliquer par le fait que les deux modèles ont tendance à surestimer la perte de charge. Les deux modèles individuels ont tendance à surestimer la perte de charge. Et ça peut être dû au fait qu'avec l'interaction, avec le couplage des deux, j'ai une réduction du rayon de courbure en amont lié aux deux organes. Cela peut s'expliquer comme ça et on pourra prendre plus de temps d'expliquer au tableau, je pense, ce phénomène. OK. Si je résume, maintenant je sais ce qui se passe en bas, ce qui se passe en haut, avec l'influence aval, en prenant en compte l'angle d'ouverture. Et je sais par ailleurs, avec une certaine précision, que le facteur d'interaction entre les deux peut être égal à 1. Donc, les verrous scientifiques que l'on avait pour les vannes fusibles sont résolus, du moins pour ceux posés au début de la thèse. Je m'intéresse maintenant à la vanne de régulation, ici, et à sa nouvelle conception. Pour être sûr, aujourd'hui, on a une vanne qui fonctionne comme ça. À partir d'un certain débit minimal, la vanne stocke en amont jusqu'à atteindre une hauteur maximale en amont, ici. La vanne étant une vanne fusible, à partir de cette hauteur-là, la vanne bascule
donc bascule sur cette tendance-là, de telle sorte à ce que je perds l'ensemble du bénéfice de stockage. Dès qu'elle bascule, le volume amont se vidange jusqu'à un point bas. Et ça c'est problématique parce que je perds le bénéfice du stockage. Et moi, ce que j'aimerais avoir, c'est une courbe optimale de ce point de vue-là, avec une maximisation dès que j'atteins un débit minimal spécifique de la hauteur amont pour maximiser le stockage. Et une fois la hauteur maximale atteinte, je ne veux pas directement vidanger, je veux pouvoir maintenir cette hauteur-là optimale, donc d'un point de vue des deux objectifs, de telle sorte à ce que pour tous les débits de telle sorte à ce que pour tous les débits, je puisse avoir un écoulement qui traverse la vanne de telle sorte que celle-ci puisse maintenir son objectif de stockage. Donc, on reprend la conception depuis le début. Moi, je veux un ouvrage qui ait un fonctionnement également autonome et mécanique et qui atteigne, si possible, ce fonctionnement-là. Ce fonctionnement-là, je sais directement qu'il n'est pas possible si je suis en mécanique. Il faudra un organe motorisé pour vraiment maintenir cette tendance-là. Donc, la solution que j'ai ici pour maximiser le stockage, c'est de garder l'orifice de fond qui permet d'augmenter la hauteur avec le carré du débit. C'est une loi d'orifice. Et ça me permet de maximiser le débit que je stocke, le volume que je stocke, dès le débit que je souhaite. Pour faire simple, à partir d'un débit minimum, une faible augmentation du débit génère une forte augmentation de la hauteur à l'amont, me permet d'imposer une forte augmentation d'hauteur à l'amont et donc de stocker. Le problème, c'est que là, on a le même problème. Ici, on atteint encore la hauteur d'ouverture et on perd le bénéfice du stockage. La solution est donc de dimensionner la vanne en hauteur et en débit, de telle sorte à fixer un point d'ouverture dans le dimensionnement, donc avoir un dimensionnement générique puisqu'il prend en compte la hauteur et le débit. Et pour atteindre ce point-là, il me faut une tendance plus infléchie. Et ça, c'est permis grâce à une surverse par-dessus l'ouvrage qui me permet d'atteindre ce point de fonctionnement-là souhaité. Maintenant, le volet, il faut le rendre mobile. Il faut bien qu'à passer ce point de basculement-là, le volet bascule pour retrouver une capacité d'évacuation et minimiser la perte de charge du réseau. Pour ça, je mets en place un axe de rotation. Ici, dans les vannes classiques, il est généralement au tiers du volet. Pour le coup, si je veux maintenir une hauteur d'Ola et donc ce fonctionnement, il faut pouvoir remonter cet axe de telle sorte à ce que la vanne soit bien fermée pour cette hauteur d'eau. Le problème qui a été identifié, c'est que ici, j'ai une vanne avec un orifice en fond qui, avec l'accélération du débit, enlève une composante hydrostatique de la pression. Et donc, j'ai une résultante de pression qui arrive au niveau de l'axe et qui est réduite par la contre-pression à l'aval, qui a tendance à, avec cette contre-pression-là, réduire la composante de pression principale, de telle sorte à ce que, avec ce design-là, je suis pas sûr que la vanne bascule. Je suis pas sûr que la vanne bascule, donc il me faut un organe de design qui me permette d'assurer, une fois la hauteur de basculement atteinte, un basculement fiable et systématique. Et ça a été trouvé grâce à l'établissement d'une pale supérieure, tout simplement, qui sera impactée seulement sur la face amont et qui, du fait de son fort bras de levier, permettra de donner un moment d'ouverture significatif dès que cette hauteur-là sera atteinte. Maintenant, le prototype qui a été fait pour valider, c'est celui-là. Comme vous le voyez ici. Pour tester l'hypothèse et faire preuve de concept, on a dû également mettre en place sur le laboratoire une vanne test. Et celle-ci se compose également d'un volet en partie inférieure, ici, d'un axe de rotation placé à peu près à mi-hauteur de ce dernier, de la pale supérieure qui permet de garantir éventuellement le basculement, et également des contrepoids qui permettent, quand la vanne est fermée, quand la vanne est ouverte, pardon,
qui permettent de refermer la vanne en induisant, pour le coup, un moment de fermeture significatif. Les premiers tests de la vanne sont les suivants. Vous avez toujours la vanne vue de profil, avec ici le temps, le débit qui augmente. Donc, j'injecte ici un hydrogramme. Ce que j'observe, c'est que la vanne s'ouvre, alléluia, mais elle s'ouvre en s'équilibrant en position intermédiaire, en faisant des équilibres stables en position intermédiaire, avec l'augmentation du débit. C'est ce que l'on voit ici. Si vous avez quand même la vidéo en x4, ce qui se passe, c'est que vous avez l'ouverture qui va s'équilibrer avec l'augmentation du débit jusqu'à atteindre un seuil où le déséquilibre est tel que la vanne s'ouvre entièrement. Si je calibre en régime permanent ce type de fonctionnement-là, j'observe effectivement quand la vanne est fermée avec l'augmentation du débit en stockage à l'amont, jusqu'à un point d'ouverture, à partir duquel la vanne va s'ouvrir progressivement en réponse avec l'augmentation du débit et donc de la hauteur amont. Ce que l'on observe, c'est que la hauteur amont reste toutefois stable. J'ai ce seuil que je souhaitais. Je double quasiment la plage de débit en maintenant une vanne d'ouverture partielle, en équilibre stable, et tout en maintenant une hauteur constante à l'amont. En fait, avec l'augmentation de l'angle, j'ai une réduction ici de la hauteur de pelle, une augmentation de la section utile de la vanne de fond. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. J'ai une augmentation générale de la capacité de débit avec l'ouverture progressive de la vanne, qui me permet, au final, de garder une hauteur d'eau constante avec cette même augmentation du débit. Et cet équilibre stable, il est rendu possible par un pilotage assez fin par rapport à la plaque supérieure et du contrepoids. Je sais que les deux moments induits par ces deux, le moment d'ouverture et le moment de fermeture, peuvent s'équilibrer sur une plus longue plage d'ouverture. Et ça, c'est permis notamment grâce à l'inclinaison de cette plaque qui permet d'affiner cet équilibre-là en fonction de la géométrie du site. Pour conclure de manière scientifique, les travaux de ce travail de recherche, pour venir sur la vanne de régulation, comme je vous disais, cette conception-là est protégée par un brevet et fait l'objet d'une méthode de dimensionnement. Maintenant, par rapport aux travaux que je n'ai pas présentés dans cette soutenance, pour la vanne fusible, je me suis également intéressé à l'impact de l'influence aval sur la dynamique d'ouverture et de fermeture du volet. Direction de la compression, on aurait pu penser que la vanne pouvait s'ouvrir de manière précoce. Ça a été également étudié dans ce manuscrit pour valider la conception également dans ce cas de figure. Concernant le comportement hydraulique, j'ai également construit une base de données expérimentale et numérique. Tout n'a pas pu être traité dans le manuscrit et fera l'objet de prochaines recherches. Et d'un point de vue numérique, le modèle numérique que je vous ai présenté précédemment a permis de construire également une base de données qui a été validée également par rapport à l'expérimental. C'est maintenant que l'outil numérique me permet, a été validé avec la base de données expérimentale. Cet outil numérique-là me permettra de généraliser à d'autres géométries. Ce que je vois là, je sais que ces modèles-là ont des performances qui sont correctes, mais ce sont celles relatives au dispositif expérimental que j'ai mis en œuvre. De par la biblio, je sais que pour d'autres rapports géométriques, je peux avoir une variation des paramètres de calage de ce modèle-là. Et pour toutes les autres configurations géométriques, la construction des modèles établis ici pourra être recalibrée au cas par cas grâce au modèle numérique. Par ailleurs, le modèle ici de vanne pourra être intégré directement dans un modèle de réseau 1D, qui est au final la finalité que l'on fait d'un point de vue ingénierie. On peut intégrer ce modèle-là directement dans un modèle pour, à l'échelle d'un réseau, pouvoir dimensionner une solution à base de vannes basculantes en optimisant leur nombre,
leur dimensionnement vis-à-vis de l'objectif souhaité, qui est le volume de stockage, avec la contrainte de l'évacuation des débits. D'un point de vue de la vanne de régulation, donc on cherche à dimensionner maintenant et de la même façon avoir un modèle qui permette de connaître le débit qui traverse la vanne en fonction de la géométrie et des conditions hydrauliques. Cependant, le premier verrou que l'on identifie ici, c'est la plage de régulation. Ici, on a des interactions entre l'altitude et la structure qui conditionnent totalement l'efficacité de la vanne. Cependant, là, pour résoudre toute cette gamme de fonctionnement, j'ai besoin de pouvoir résoudre les interactions flux-structure. Et la méthode que j'ai choisie pour le moment est la méthode du SPH, qui permet assez facilement maintenant de résoudre ce type de problème. Il reste maintenant à la valider avec des données expérimentales qui ont été également récoltées avec l'expérience. D'un point de vue opérationnel, la thèse a déjà pu être valorisée directement sur site, notamment par des dimensionnements 3D, comme la thèse a pu valider, puis par la construction et la pose de vannes directement par le capitaine 3DO. D'un point de vue de la vanne de régulation, de la même façon, elle a pu également être valorisée dans une collectivité avec également un dimensionnement 3D et la mise en œuvre sur site dans un collecteur qui fait 2,5 mètres de diamètre. Cette vanne-là, elle est en surface. Ces paramètres hydrauliques sont surveillés également en réseau et l'analyse de ces données fera l'objet sûrement de valorisation future. Merci pour votre attention et je suis navré pour le petit problème technique.